Bonjour, bonjour et bienvenue dans la suite et la fin de cette petite promenade au pays des intégrales généralisées. Voilà, nous avons vu un peu la définition d'une intégrale généralisée, nous avons vu comment nous pouvions voir si elle converge ou divergeait avec les théorèmes classiques, les critères de Riemann et autres. Eh bien, je voudrais insister dans cette dernière partie sur les exemples et les contre-exemples qu'il faut connaître pour ne pas dire trop de bêtises, pour ne pas tomber dans les pièges classiques. Donc voilà, alors, regardons au-dessus de la table des matières. Donc, la première chose que nous allons voir, c'est qu'est-ce qu'on peut dire du comportement à l'infini d'une fonction dont l'intégrale converge. Ok ? Ou pas, quelles sont les erreurs qu'on peut commettre. Ensuite, je vais vous montrer une intégrale semi-convergente. Alors, je vous rappelle qu'on a vu que si une intégrale était absolument convergente, alors elle convergeait. Eh bien, on va trouver un contre-exemple disant que voilà, ce n'est pas automatiquement le cas. Si l'intégrale converge, l'intégrale de sa valeur absolue ne converge pas forcément. Et puis, je vous parlerai du théorème de Bell qui va nous aider à démontrer ça, et puis en plus, qui pourra généraliser pour donner une nouvelle classe de fonctions dont l'intégrale converge. Ensuite, nous verrons deux fonctions équivalentes dont l'une l'intégrale converge et l'autre l'intégrale ne converge pas. Okay, et donc ça c'est un peu en contradiction avec ce qu'on a vu précédemment, non? Rappelez-vous, il y a un théorème qui dit si deux fonctions sont équivalentes en 0 ou en plus l'infini, bah, si l'intégrale de l'une converge, alors l'intégrale de l'autre converge. Eh bien oui, mais il y avait une autre hypothèse que une des deux fonctions devait être de signe constant au voisinage du point qu'on regarde, au voisinage de l'infini ou au voisinage de 0 ou au voisinage du point où on regarde la convergence, il y en a une qui devait être de signe constant. Et si on enlève cette hypothèse, eh bien du coup il y a des contre-exemples, donc c'est ce qu'on va voir là. Et puis ensuite, je vais vous parler des intégrales de Bertrand. Donc pareil, un exemple d'intégrale impropre qu'il est utile de connaître parce qu'en fait, elles arrivent naturellement dans plein d'exercices classiques. Et donc voilà, si on le connaît directement, ça fait gagner du temps. Et puis ensuite, c'est pas marqué, mais je vous reparlerai un petit peu de la preuve du théorème d'Abel. C'est la surprise pour les vrais qui iront jusqu'au bout de la vidéo. Allez, tout de suite, on commence. Donc première question, voilà, donc je regarde une fonction, alors comme vous savez, les hypothèses habituelles qui va de 0 dans plus l'infini dans R, localement intégrable, donc je vais regarder la convergence en l'infini. Donc elle est définie partout en 0. Bon alors, si vous êtes sur le cas Riemann, ça veut dire qu'elle est continue par morceau, par exemple. Voilà, vous prenez l'hypothèse continue par morceau, ça ira très bien. Ça veut dire que sur tout intervalle compact, enfin fermé, borné, AB, alors l'intégrale est bien définie, ok. Et puis, si vous êtes dans le cas Lebesgue, ça veut simplement dire que f est une fonction mesurable et que son intégrale de la valeur absolue sur tout compact est strictement plus petite que plus l'infini. Ok. Bref, et donc en tous les cas, on suppose que l'intégrale entre 0 et plus l'infini de f de x dx converge. Donc voilà, quand l'intégrale entre 0 et grand A, quand A tend à plus l'infini, ça admet une limite. Et donc voilà, on la note comme ça. On admet ça, et la question c'est, est-ce qu'on peut forcément dire que la limite de f de x en plus l'infini, c'est 0 ? Ok. Alors c'est pas une idée complètement saugrenue comme ça, on va se dire, mais pourquoi ? Parce que, en gros, j'essaie de reproduire la divergence triviale qu'on a vue pour les séries. Rappelez-vous, on a vu que si une série convergeait, forcément, la limite de son terme général, c'était 0. C'est normal, parce que c'était l'écart entre deux termes de la suite. Vous voyez, si la suite tend vers quelque chose, voilà, donc forcément, le terme général tend vers 0. Sinon, c'est ce qu'on appelait la divergence triviale. Et donc là, on a envie de se dire, tiens, f de x tend pas vers 0 en plus l'infini, du coup, hop, l'intégrale diverge. Vous voyez, ce serait pratique, quoi. Un autre argument qu'on peut dire en faveur de cette idée, c'est que si la limite de f, c'est autre chose que 0, vous voyez, si ça tend vers une autre valeur différente de 0, alors c'est clair que l'intégrale diverge. Parce que vous voyez, au voisinage de plus l'infini, quand f est tout proche de L, en gros, ça fait L fois l'infini, donc vous voyez, ça diverge. Donc ça fait déjà deux arguments. Sauf que c'est pas si évident que f admet une limite. Si toutes les fonctions admettaient une limite en plus l'infini, alors ce serait réglé, mais ça, c'est pas si évident, vous voyez. Donc il y a des fois des fonctions qui ne tendent pas vers une limite en plus l'infini. Alors est-ce que c'est possible que l'intégrale converge quand même ou pas ? Bon alors, déjà, si f n'est pas continu, premier exemple, là, il n'y a pas de souci, vous voyez, parce que si je change la valeur de f en un nombre fini de points, ou même en un ensemble dénombrable de points, ou même en un ensemble de mesures nulles de points, son intégrale ne change pas. Ça, d'accord, on l'a déjà vu, donc il n'y a pas de souci. Donc, imaginons que je prends ma fonction dont l'intégrale converge, je ne sais pas, 1 sur x2, et puis pour tous les entiers, hop, je change la valeur. Je dis que la valeur en n entier, c'est n, et partout ailleurs, c'est 1 sur x2. Oui. Bon, voilà, l'intégrale va converger, tranquillement, puisque ça ne va pas dépendre des points, et puis elle va tendre vers l'infini. Enfin, elle ne va pas tendre vers 0, parce qu'il y a des points où elle va monter, elle ne va même pas être bornée en plus l'infini, vous voyez. Donc, ok, c'est une façon de tricher en fait. Je prends un point par-ci par-là où je mets une valeur de f complètement délirante, l'intégrale ne change pas. Donc, ok, donc ça, voilà, on sent que c'est un petit peu triché. Donc maintenant, on va imposer en plus que f est continu. Parce qu'effectivement, sinon, voilà, ça peut faire n'importe quoi. Ok, donc maintenant, je suppose que f est continu. Alors maintenant, est-ce que je peux dire ça ? Ok. Et est-ce que, voilà, alors la question c'est, donc la somme, vous voyez, l'intégrale tend vers une valeur finie. Bon, la fonction est continue, est-ce que forcément elle va se rapprocher de 0 ? Alors, une idée qu'on pourrait se dire, c'est peut-être qu'elle va osciller autour de 0 et puis que les vagues
sans forcément se tendre vers 0, parce que les vagues vont avoir tendance à se compenser et puis faire en sorte que, vous voyez, ça peut être une idée. Est-ce qu'avec des valeurs positives et négatives, on ne va pas réussir à faire en sorte que ça converge ou pas? L'exemple n'est pas si simple à trouver quand même, hein, quand on cherche un truc comme ça. Bon, j'ai fini par en choper un. C'est l'application qui a x, c'est sinus de x2. Donc elle est bien continue sur R+, donc elle est bien, voilà, ça répond bien à l'hypothèse qu'on voulait, donc le calmant intégral évidemment. Et la question, bah, c'est vers quoi s'attend l'intégrale de sinus x2 entre 0 et plus l'infini. Et donc pour ça, je regarde l'intégrale entre 0 et grand A de sinus x2 dx. Alors pour calculer ça, je vais faire un petit changement de variable. Alors un petit rappel pour les changements de variables, même si je n'ai pas encore fait une vidéo dessus, je sais, mais je le ferai un jour. Enfin donc voilà, je vous explique comment ça se passe. Donc on veut, moi je veux remplacer x2 par t. Autrement dit, je vais poser x égale racine de t. Ok, il n'y a pas de problème, hein, x est bien positif entre 0 et a, donc je peux l'écrire racine de quelque chose. Ok, donc voilà, du coup ça fera t égale x2, donc là j'obtiendrai sinus t. Et par contre, il faut toujours se méfier, il ne faut bien pas oublier de changer les bornes aussi et de changer le dx aussi. Hein. Donc si x c'est racine de t, dx, bah, ça fait la dérivée de ça fois dt. Et donc la dérivée de ça, bah, par rapport à t, vous savez que la dérivée de racine c'est 1 sur 2 racines, donc ça fait dt sur 2 racines de t. Ok, donc alors quand je remplace tout ça, donc du coup, donc ici le sinus x2 ça fait sinus t, le dx ça fait dt sur 2 racines de t, donc le 2 je l'ai sorti de l'intégrale, et puis il y a les bornes, bon bah alors c'est pas très dur, hein. Quand x valait 0, racine de 0 c'est 0, quand x valait grand A, racine de grand A ici. Ok, et alors donc dans la suite de cette vidéo, je spoil un petit peu, nous allons voir que l'intégrale de sinus t sur racine de t est une intégrale convergente. Et donc cette intégrale là converge, ok. Donc voilà, donc là je ne le montre pas direct parce que justement c'est le but, hein, de la vidéo un peu plus tard, de démontrer que cette intégrale converge. Vous me faites confiance 2 minutes et puis vous verrez la preuve après. Et donc voilà, donc ça prouve que c'est bien ce que je disais, c'est que c'est pas nécessaire. Et puis alors, évidemment, cette fonction-là tend pas vers 0 en plus infini, je pense que là vous êtes tous convaincus, hein. Elle prend des valeurs 1 et moins 1 tout le temps. Alors ok, les vagues s'espacent, hein. Ça fait que, ouais, ça fait un sinus qu'on étire de plus en plus. Tracez la courbe si vous voulez voir, hein. Et donc voilà, mais donc ça prend toujours les valeurs 1 et, plus et moins 1 jusqu'à aussi loin qu'on veut, hein, de temps en temps. Donc forcément, ça tend pas vers 0. Ouais. Ok, donc c'est bien un contre-exemple, vous voyez. Donc voilà, donc si f a des signes qui oscillent, bah, l'intégrale peut converger, effectivement, sans que la fonction tende vers 0. Alors maintenant, je me rajoute toujours des hypothèses pour dire, alors bon, continue et positive. Vous voyez, maintenant, voilà, je pense que f est continue et positive. Alors dire, bah là, ça va marcher, forcément. L'intégrale, forcément, si l'air étant vers quelque chose, la fonction doit tendre vers 0 quand même. Eh ben non. On peut même pas, non seulement on ne peut pas en conclure que f tend vers 0, mais on ne peut même pas en conclure que f est borné. C'est-à-dire que, vous voyez, f peut prendre des valeurs aussi grandes qu'on veut. Alors là, ça devient technique. Si on n'a pas vu l'exemple, franchement, on a du mal à le deviner, quoi. Et enfin, voilà, c'est assez surprenant. Donc cet exemple est tellement important que je vous l'ai déjà mis dans la vidéo. Je parlais des jolies maths, je n'ai pas pu m'empêcher de vous en reparler parce que vraiment c'est le truc, un des contre-exemples super importants à connaître quand on fait des maths, hein. Donc c'est une fonction qui vaut 0 presque partout en fait, hein. Et sauf sur les triangles, vous voyez, là autour de 2, autour de 3, autour de 4, etc. Il y a des petits triangles où elle ne vaut pas 0. Et alors j'ai zoomé un petit peu sur un triangle. Autour de n, en fait la base c'est entre n moins 1 sur n cube et n plus 1 sur n cube, et la hauteur de ce triangle c'est n. Et donc évidemment l'intégrale de la fonction c'est la somme des aires des triangles, donc on va calculer l'aire de ce petit triangle là, donc sa base comme vous le constatez c'est 2 fois 1 sur n au cube, multiplié par la hauteur qui est n, ça fait 2 fois 1 sur n au carré, divisé par 2, ben 1 sur n au carré, hein, c'est fait pour. Donc l'aire du triangle c'est 1 sur n2, et vous savez comme moi que cette somme-là, la somme des 1 sur n2 est une série convergente. D'accord. Donc voilà, et on la connaît, hein, même. Donc là, ça commence à 2, donc c'est la somme des 1 sur n2, normalement, ça commence à 1, c'est pi carré sur 6. Donc là, je fais moins 1 parce que je commence à 2. Et voilà, donc l'intégrale de 0 à plus infini de f converge, et f, il prend la valeur n en n. 4 en 4, 5 en 5, 6 en 6, etc. etc. Donc vous voyez, il n'est pas du tout borné, il prend des valeurs aussi grandes que je veux, hein, quand x est assez grand, hein. Donc voilà, donc en fait, il n'y a pas de divergence triviale pour les fonctions, ça n'existe pas tellement en fait, hein, vous voyez. À part si on sait que f tend vers une limite, ok, c'est forcément 0, mais sinon, en fait, on peut à peu près rien dire. Donc voilà, donc c'est pour ça, du coup, on évite des pièges, hein. On peut pas dire des choses comme ça, quoi. Ok, allez, maintenant que cette écueil est évité, passons à la suite. Donc je vous ai promis une intégrale semi-convergente. Alors donc on va voir ça tout de suite. La fonction f de x qu'on va prendre, c'est la fonction qui est définie en 0 par 1, et pour tout x strictement positif, f de x égale sinus x sur x.
D'accord? Quand x est égal à 0, a priori, ce n'est pas défini, mais vous le savez bien, la limite de ça, quand x tend vers 0, c'est 1. Donc j'obtiens bien une fonction qui est continue sur R+, ok, quand elle est définie comme ça. Hein. Donc voilà, j'ai fait le tracé, et donc, ok, donc là, il n'y a pas de problème, elle tend bien vers 0 en plus l'infini, mais enfin, bon, ce n'était pas du tout la question. Et on veut montrer donc que cette intégrale-là converge, et que l'intégrale de la valeur absolue de ça, c'est-à-dire si je mets les petites bosses là, hop, tout au-dessus, et bien à ce moment-là, ça se met à diverger. D'accord? Donc c'est un peu l'équivalent de la série des moins 1 puissance n sur n, vous voyez, qui convergeait, et puis la somme des 1 sur n qui divergeait. Bon, bah, c'est un peu l'analogue pour les séries, quoi. Ok, que pour les séries, pour les fonctions, quoi. Très bien. Alors, bon, bah, donc on va regarder, déjà, première étape, montrer que cette intégrale-là converge. Alors pour ça, nous allons donc, comme d'habitude, regarder l'intégrale entre... Bon là, j'ai pris de pi sur 2 pour ne pas être embêté, hein, mais c'est la même chose, parce que en 0, il n'y a pas de souci. Hein. De pi sur 2 à a, quand a tend vers plus l'infini de cette intégrale-là, je vais montrer que ça tend vers une limite finie, hein, quand a tend vers plus l'infini. Et donc, astuce, on va utiliser une intégration par partie. Ok, donc c'est une astuce classique. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Ben, je veux dériver le 1 sur x pour avoir du 1 sur x2, et puis je veux intégrer le cosinus. Donc, les primitives, ben, la primitive de sinus x, c'est moins cosinus x, hein, ça vous le savez, je pense. Donc, 1 sur x, je ne le touche pas, entre pi sur 2 et a. Et puis, ensuite, ben, donc moins, vous savez bien, c'est l'intégration par partie, il y a moins l'intégrale de f'(g. Donc là, du coup, là, le cosinus x, donc, alors attention, parce qu'il y a 3 moins en fait, hein, faut se méfier. La primitive de sinus, c'est moins cos x, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x2, et il faut faire le moins d'intégration par partie. Celui-là, franchement, si on le fait sans réfléchir, on peut vite se casser la vinette, hein, parce qu'il y a 3 moins en fait, hein, donc ça fait bien moins, parce que sinon on va se dire, on va le compenser avec le moins 1 sur x2, se dire, ah bah non, finalement ça fait plus, en oubliant le moins cos x ou ça, bref. Donc il y a bien un signe moins, bon, on s'en moque complètement pour la suite, mais juste, voilà, pour faire gaffe au calcul, c'est toujours sympa. Et donc voilà, alors du coup, il faut regarder ces choses-là. Donc quand a tend à plus l'infini, ce truc-là, bon bah celui-là il est peinard. J'ai mis pi sur 2, comme ça, cos pi sur 2, ça fait 0, donc comme ça, il n'y a pas de problème quand x vaut pi sur 2. Et puis là, quand a tend à plus l'infini, ça tend bien vers 0. D'accord? Donc c'est ce que j'ai mis ici. Hop. Donc cette boîte-là, elle disparaît. Ok, donc maintenant il faut regarder ce truc-là. Mais alors cette truc-là, bah, c'est pas bien compliqué de voir que je peux la majorer sa valeur absolue de cosinus x par 1, par exemple, et donc voir que celle-là, si je prends les valeurs absolues, c'est plus petit que l'intégrale de 1 sur x2, qui converge. Donc cette intégrale est absolument convergente. Hein. Par comparaison, vous voyez, si deux fonctions, une f est plus petite que g, positive toutes les deux, intégrale de f est plus petite que l'intégrale de g, donc c'est l'intégrale de g converge, donc là, g c'est 1 sur x2. Ça converge, donc du coup, l'intégrale de valeur absolue de ça converge, donc cette intégrale-là converge. Et donc ça prouve le premier résultat. Chouette. Donc, cette astuce, là, vous voyez, ça rappelle un peu quand même le sinus n sur n, les critères des séries alternées, les moins 1 puissance n sur n, ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Donc, rappelez-vous, on avait vu un petit théorème d'Abel, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, sinon vous pouvez regarder, mais j'en ai parlé sur les séries entières un petit peu, hein, déjà. Même si je n'ai pas fait encore la vidéo sur les séries pile-poil, j'en ai utilisé sur les séries entières, enfin, bon, bref. Si une suite UN tendait vers 0 en décroissant et que la série, la somme partielle des Vn était bornée, alors somme des UN-Vn converge. Ok, donc ça j'en reparlerai plus tard, c'est le théorème d'Abel. Ben, c'est l'équivalent en fait pour les intégrales. Donc là c'est ça qui nous intéresse, c'est si on suppose donc que f et g, voilà, on peut définir leur intégrale effectivement sur partout. Enfin, par exemple, prenez par exemple continu par morceau, hein, c'est le plus simple. Et bien donc si la somme partielle, vous voyez, c'est l'équivalent de la somme de la série des Vn, hein, si la somme donc, de a à x de g de t dt est bornée, ça c'est l'hypothèse, et puis que f est décroissante et tend vers 0 en plus infini, vous voyez, c'est la même chose hein, que sur la suite un, et bien l'intégrale de f g converge. Voilà, donc, ok. Donc voilà le théorème. Alors il y a des petites subtilités, hein, celui-là quand même, parce que... faut regarder, vous voyez, c'est pas si évident que si... bon, si on les prend continu par morceau, ça va bien, mais sinon, si on le prend dans le cas Lebesgue, je vous rappelle que deux fonctions intégrables, alors forcément, c'est pas clair que f fois g le soit. Donc c'est même pas si évident qu'on puisse définir que fg est localement intégrable, vous voyez. Donc voilà, alors là ça marche parce que g est borné, que f est décroissant. Enfin avec les hypothèses là, on peut montrer que dans ces cas-là, ok, ça marche, c'est que forcément l'intégrale de fg... que la fonction fg est localement intégrable, et donc on peut définir ce truc-là, etc. Mais il y a des petites subtilités quand même balèzes. Donc je vous reparlerai de la preuve à la fin. Enfin, je vais quand même vous la faire. Et puis alors, application surtout. Donc vous voyez, ça généralise vachement ce qu'on vient de voir. On vient de voir que l'intégrale de sinus x sur x converge, mais en fait,
si je prends sinus x sur x puissance quelque chose, dès que la puissance est strictement positive ici, bah, ça converge aussi, parce que 1 sur x puissance alpha est décroissant étant vers 0. Ok, donc du coup, sinus x sur racine de x, vous voyez ce qu'on avait vu au début, bah voilà, ça converge aussi en vertu de ce théorème-là. Ok, donc parce que sinus x sur x2, c'est que enfin, si alpha est plus grand que 2, ou même strictement plus grand que 1, c'est pas dur, c'est absolument convergent. Mais c'est surtout pour alpha entre 0 et 1, la nouveauté, hein, d'accord? Ok. Très bien, alors je vais quand même vous faire la preuve dans le cadre qu'on a utilisé, quand même, comme ça vous aurez la preuve que sinus x sur racine de x, ça converge bien. C'est dans le cas où f est de classe C1 et que g est continu. Donc là, il n'y a pas de souci, là les intégrales de fg sont bien définies, parce que f fois g est continu, tout ça. Hein, donc, parce que f est continu, hein, c'est de classe C1. Bref, donc là, voilà, on va se mettre dans ce cadre-là pour la preuve. Oui, alors oui, c'est un peu facile de changer les hypothèses pour simplifier la preuve, ça c'est vrai. Donc, pour les vrais, en fin de vidéo, je vous reparlerai de la preuve sans ces hypothèses-là, de la preuve avec les hypothèses les plus simples. Mais c'est vachement plus compliqué, donc pour le moment, on va se contenter de ces hypothèses-là, qui sont celles qu'on a utilisées, puis en pratique, elles sont quand même souvent vraies. Hein. Alors, donc, je refais exactement la même chose, du coup, parce que là, je suis justement dans le cas sympathique où je peux faire une intégration par partie. Hein. Donc, je ne vais pas en priver, parce que vous savez, l'application grand G est bien la primitive de petit g, hein, puisque g est continu, donc son intégrale est bien égale à sa primitive, etc. Bref. Donc voilà, je prends un petit a, c'est le même que tout à l'heure, grand A, l'intégrale de ça, bon, bah, allons-y. Donc j'intègre G et je vais dériver F. Donc là, les deux primitives, c'est F et grand G, entre A et grand A. Et puis du coup, là, c'est moins l'intégrale de donc F' de X chez grand G de X. Ok. Alors, pourquoi c'est pareil? Bah, parce que regarde, si on regarde bien ça, ça tend vers quoi? Ça tend vers F de A, G de A, quand A tend à plus l'infini. La dernière fois, j'avais trafiqué le A pour que ça fasse 0, mais en fait, on s'en moque complètement. Hein. Oui, parce que en grand A, ça tend vers 0. Ça, c'est sûr, quand A tend vers plus infini. Pourquoi? Parce que f de grand A tend vers 0 et que lui est borné. D'accord? Une fonction qui est bornée et l'autre qui tend vers 0, le produit de deux tend vers 0. Donc ça, il n'y a pas de souci. Avec mes hypothèses, cette partie-là tend vers cette fonction-là, qui est une constante, donc il n'y a pas de souci. Il reste à voir que, comme dans le cas précédent, ça converge absolument. Alors là, c'est moins évident que sinus x sur x2, enfin que cosinus x sur x2. Donc il faut quand même un petit peu regarder. Alors pourquoi ça converge absolument? Donc on regarde l'intégrale de valeur absolue ou de module de ça dépend si on est dans C ou dans R. Donc l'intégrale de cette petite chose-là. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc voilà, donc là, c'est plus petit que la norme. Alors, comment ça se passe? Donc je fais ça, tout ça, je fais le produit des valeurs absolues. Valeur absolue de g de x, c'est plus petit que la norme infinie de g de x, hein, c'est g est borné. Donc ça veut bien dire que sa valeur absolue est plus petite qu'une certaine borne, vous savez, donc ça s'appelle la norme infinie de g, donc ça je peux le sortir de l'intégrale, donc c'est plus petit que la norme infinie de g fois l'intégrale entre 0 et grand A de valeur absolue de f' de x dx, ok? Donc jusque là tout va bien, ça c'est bien positif, donc je peux bien sortir ça de l'intégrale, comparaison, tout ça, il n'y a pas de souci. Tous les théorèmes qu'on a vus hein, dans l'intégrale de Riemann. Ok, et alors là, astuce, bon, donc ma fonction f', vous vous rappelez qu'elle est décroissante, donc elle est forcément à valeur dans R, hein, de toute façon. Ce que j'ai dit tout à l'heure sur C, c'était n'importe quoi. Donc f' est tout le temps négative, puisque f est décroissante. Ok, hein, négative ou nulle. Et bah du coup, valeur absolue de f', c'est moins f'. Du coup, je peux enlever les valeurs absolues. Et ça, c'est norme infinie de g fois l'intégrale de moins f'. Mais je connais une primitive de f'. C'est grand F. Enfin, c'est f. Et donc, bah, du coup, ça fait l'intégrale, le crochet de moins petit f. Hein, la primitive de moins f', c'est moins petit f. Donc, ça fait moins f de grand A plus f de petit a. Donc, ça fait ça. Bah, voilà. Et puis ça, bah, regardez, hein, ça converge. Pourquoi? Bah, parce que g infini fois f de a, c'est une constante. Et puis g infini fois f de a, ça tend vers 0, puisque grand f de a tend vers 0. F tend vers 0 quand a tend vers plus l'infini. Donc, voilà. Donc, ça prouve le résultat. Ok. Donc maintenant, pour conclure, parce que quand même, je voulais vous trouver une intégrale semi-convergente, on a vu que l'intégrale de sinus x sur x convergeait, même sinus x sur x puissance alpha. Maintenant, je vais vous montrer que bah, si je prends des valeurs absolues, ça diverge. Ok? Alors ça, c'est un petit peu plus subtil. Hein. L'astuce consiste à regarder donc, la fonction valeur absolue de sinus x. La voici, vous voyez, je vais dessiner comme ça. Et bien tiens, c'est combien l'air à chaque fois là, sous un petit morceau de sinusoïde là? Bon, bah alors ça, c'est pas bien dur à calculer, vous voyez. Hein, si je fais de 0 à pi, ou de pi à 2pi, ou de pi à... c'est toujours la même, donc de npi à n plus 1pi, quel que soit n, ça ne change pas, je calcule l'air d'un petit bout comme ça. Et donc c'est la même que l'air entre 0 et pi de sinus x dx, et ça, je vous laisse faire le calcul, c'est pas bien dur, la primitive de sinus x, cosinus x, moins cosinus x,
Et donc, voilà, moins cosinus x en pi, eh bien, ça fait moins 1, ça fait 1. Moins la valeur de moins cosinus x en 0, donc plus cos 0, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. Et donc on trouve ça, voilà. Hein, les petites sinusoïdes, en fait, à chaque fois, l'air sous la courbe, c'est 2. Voilà. Normalement, c'est 2, moins 2, 2, moins... Enfin bref, voilà. C'est 2 tout le temps. OK? Bah, ça suffit, en fait, à prouver que cette intégrale-là va diverger. Pourquoi? Bah, parce que je vais utiliser mon superbe théorème de la moyenne, que nous avons vu, le premier théorème de la moyenne, dans les vidéos sur l'intégrale de Riemann, qui dit que si une fonction, comme là, 1 sur x, valeur absolue de sinus de x, je veux dire, est positive, alors je peux sortir le 1 sur x. Hop, je peux sortir un intégral. Je vous rappelle la formule, c'est intégrale de fg, c'est f de c intégrale de g, ok, ou si g est positive. Ok? C'est ça les hypothèses. Hein. On peut sortir, si on a une des deux qui est positive, on peut sortir l'autre en disant que c'est une valeur f de c, où c est compris entre les deux bornes. Donc, sinus x étant positif, ben 1 sur x aussi là, donc il n'y a pas de problème. Ça, cette intégrale-là, c'est 1 sur c fois l'intégrale de valeur absolue de sinus x entre tout ça, donc qui vaut 2. Donc pour ça, j'ai écrit 2 sur c en fait, où c est un nombre entre là et là. Mais du coup, c étant compris entre ça et ça, 2 sur c est plus petit que 2 sur n plus 1 pi. Ok? Et plus grand que 2 sur n plus 1 pi, j'ai pris le contraire. C'est plus petit que 2 sur n pi, c'est plus grand que 2 sur n plus 1 pi. Il ne faut pas se gourer dans le sens, parce que là, je vais montrer que ça diverge, donc bien que c'est plus grand qu'un truc qui diverge. Hein, parce que plus petit qu'un truc qui diverge, bon. Donc voilà. Ok, je prends voilà, la plus grande valeur de truc, donc du coup, là, c'est la plus petite valeur de 2 sur c possible, donc ça, c'est plus grand ou égal à ça. Et puis maintenant, bah, cette somme-là, vous savez bien qu'elle diverge, hein, c'est la série harmonique. Hein. Donc si je fais la somme de 0 jusqu'à n plus 1 pi, bah, c'est égal à la somme de petit n allant de 0 à grand n de ces trucs-là. Et donc si je sors le 2 sur pi, j'obtiens cette somme-là, et vous savez bien que cette série-là, elle diverge quand n tend vers plus l'infini. Et donc mon intégrale est plus grand qu'un truc qui tend vers plus l'infini, donc elle tend vers plus l'infini. Et donc ça prouve voilà, que l'intégrale est bien semi-convergente. Ok? Très bien. Alors cette astuce-là, en fait, on peut l'utiliser dans plusieurs cas, parce que par exemple, je peux montrer que l'intégrale de sinus carré x sur x, ça diverge, avec exactement la même technique. Pourquoi? Parce que l'argument essentiel, en fait, c'est que sur n'importe quel intervalle de longueur pi, cette intégrale entre cette-là a une valeur constante, en fait. Hein. D'accord? Donc c'est périodique. Donc déjà, c'est pareil que l'intégrale entre 0 et pi, ça, je pense que tout le monde le voit bien, parce que sinus carré, hein, il est de pi périodique, donc... ok, donc voilà. Et puis ça, on fait la primitive de ça. Vous connaissez la petite formule pour linéariser, j'imagine. Si vous ne la connaissez pas, il serait temps de la retrouver. Ça, je vous donne l'indice, c'est 1 plus cos 2x sur 2. Enfin bref. Je vous laisse chercher. Et on trouve que c'est 1 demi de pi. Ok? Donc voilà. Donc, du coup, ça, ben, voilà, c'est le même raisonnement que tout à l'heure. Hein. Cette fonction-là est positive, tout ça. Donc ça va être l'intégrale de ça, c'est 1 sur c. Enfin, entre n et n plus 1, c'est 1 sur c fois ça. C'est plus grand que 1 sur n plus 1 fois 1 sur, pi sur 2. Et puis, hop, hop. Donc, cette série-là diverge. D'autre part, nous avons vu que l'intégrale de sinus x sur racine de x converge. D'accord? Alpha égale 1 demi, dans le cas précédent, d'application du théorème d'Abel. Bon, et alors? Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Eh bien, si j'ai une fonction dont l'intégrale converge, une fonction dont l'intégrale diverge, la somme des deux diverge. Hein, ça, je pense être convaincu, parce que je peux couper ça. Un truc qui tend pas vers l'infini, un truc qui tend vers l'infini, la somme des deux tend vers l'infini, donc ok. Il n'y a pas de souci. Ok, bon, jusque-là, tout va bien. Et pourtant, si je regarde bien, cette somme-là et juste celui, ils sont équivalents. Pourquoi? Bah parce que simplement, si je divise par sinus x sur racine de x, ça divisé par ça fait 1, ok, bon, jusque-là, tout va bien. Et puis ça divisé par ça, bah, ça tend vers 0. Pourquoi? Bah parce qu'il va rester racine de x en bas. Hein. Ok, sinus carré x divisé par sinus de x, ça fait sinus x, et puis il va rester racine de x en bas, donc ça tend vers 0 quand x tend à plus infini, donc il n'y a pas de souci, cette petite chose-là tend vers 1. Enfin, ça divisé par ça tend vers 1 en plus l'infini, donc ça prouve bien que ça est équivalent à ça en plus l'infini. Et donc, vous voyez où est le problème, hein, cette intégrale de cette fonction-là diverge, l'intégrale de cette fonction-là converge en plus l'infini, alors qu'elles sont équivalentes en plus l'infini. Donc voilà, donc l'hypothèse un signe constant, mais là pareil, hein, voilà, le problème c'est que sinus x sur racine de x, bah, c'est pas signe constant quand x tend vers plus l'infini. Hein. Il n'y a pas de voisinage de plus l'infini, c'est-à-dire des nombres plus grands qu'un certain a, tel que ça devient de signe constant. Donc on ne peut pas appliquer le théorème d'équivalent, donc voilà, ça c'est un piège où effectivement j'ai vu plein d'élèves et d'étudiants tomber dedans. Donc parce qu'on dit ah les équivalences c'est tellement pratique, et puis on est content, après plein de calculs, on trouve un truc comme ça. Celle-là, ah bah, ça tombe bien, on sait qu'elle converge, ah bah donc celle-là elle converge aussi, eh ben non. C'est raté. Ok,
Donc voilà encore un piège que vous allez éviter. Hop. Très bien. Allez, les intégrales de Bertrand, si vous ne les connaissez pas encore, c'est le moment ou jamais. Donc c'est les intégrales qui sont de la forme somme de 2 à plus l'infini ou de e, enfin bref. Il faut que ce soit assez grand pour pas que ça s'annule en bas, hein. Voilà, c'est juste le dénominateur, ce soit pas... Il n'y a pas de souci, ouais, c'est en plus l'infini qu'on regarde, quoi. On ne veut pas de souci en 0 ou en 1 ou machin truc, donc voilà. Donc on va regarder la convergence en l'infini des fonctions, donc 1 sur x alpha, ln de x puissance bêta. Ok? Très bien, bon alors il y a des cas qui sont... Voilà, donc déjà le résultat. Cette intégrale converge c'est seulement si soit alpha est strictement plus grand que 1, donc ça c'est comme Riemann, vous savez 1 sur x puissance alpha, ça ne change rien, le log de x, bah, on fait comme s'il n'était pas là. Soit si alpha égale 1, d'accord, donc là 1 sur x ça divergeait, mais log de x ça validait si bêta est strictement plus grand que 1. Ok, d'accord, donc le cas critique c'est 1 sur x ln de x, ça diverge encore. Pourtant ça, voilà, ça tend plus vite vers 0 que 1 sur x, mais ça diverge encore, mais 1 sur x log de x 1,01, ah ça converge, vous voyez, on affine un petit peu le truc, voilà, le Riemann habituel, et du coup, bah évidemment, ça va pouvoir servir de comparaison dans certains exercices, vous voyez, justement. Hein, c'est le truc, c'est que, voilà, quand Riemann, ça ne marchait pas, mais pour pas beaucoup, et bah du coup, ça peut permettre de débloquer des choses, quoi. Alors, comment on prouve ça? Bon, bah déjà, si alpha est strictement plus grand que 1, c'est pas bien dur. Pourquoi? Parce que c'est la méthode habituelle, vous vous rappelez. On prend, si alpha est strictement plus grand que 1, il existe des nombres entre les deux, d'accord? Donc on prend un delta qui est strictement plus grand que 1 aussi, et strictement plus petit que alpha, et du coup si je multiplie par ce x delta, cette fonction-là, eh bien comme lui là, il va rester du x en bas, hein, x alpha moins delta, ça serait strictement positif, et donc ça tend bien vers 0 quand x tend vers plus l'infini, et donc par comparaison avec l'intégrale de Riemann, hein, je multiplie par voilà, un x puissance delta strictement plus grand que 1, ça tend vers 0, donc on a la convergence d'après le critère que je vous avais dit d'apprendre par cœur. Donc normalement maintenant tout le monde le connaît. Donc voilà, donc si alpha est plus grand que 1, il n'y a pas de souci. Alors, si alpha est strictement plus petit que 1, ben en fait, pareil, avec Riemann, alors là, on a exactement la même chose, d'accord? Donc, je vous fais pas le détail, on multiplie par un delta qui est compris entre alpha et machin, et puis voilà. Et on trouve que ça tend vers l'infini et tout ça, bref, donc, ok. Maintenant, si alpha égale 1, donc le truc pénible, vous voyez? Alors, on va faire un petit changement de variable. Donc là, j'ai 1 sur x log de x puissance bêta, j'ai posé t égale ln de x dans mon intégrale qui est là, d'accord? Voilà, donc pourquoi pas, hein. Et donc c'est cette intégrale-là d'ailleurs, parce que c'est alpha égale 1. Donc je vais poser t égale ln de x, donc je me méfie, toujours pareil, vous savez, il faut bien penser que le dt, du coup, c'est la dérivée de log de x, ça fait 1 sur x dx. Ok, jusque-là, bon, pourquoi pas. Et donc, x, quand x vaut 2, ben, t vaut ln de 2. Quand x vaut grand A, t vaut ln de grand A. Jusque-là, donc j'ai pas oublié de remplacer quoi que ce soit. Et donc je remplace maintenant le t par ln de x, ok. Donc là, ça fait t puissance bêta. Et puis ça tombe bien, parce que vous dire, ah, le x, là, du coup, ça fait exponentielle t. Ben non, parce qu'en fait, c'était le dx sur x, c'était pile le dt, quoi. Et donc là, c'est magique comme ça s'arrange bien, cette intégrale, parce que du coup, ah, une intégrale de Riemann. Et donc ça, maintenant, je sais très bien que quand a tend à plus infini, cette intégrale converge, c'est seulement si bêta est strictement plus grand que 1. Voilà. Désolé pour le petit misclic. Ok. Et donc voilà. Donc intégrale de Bertrand à connaître. Dans la vie, ça peut servir. Ok, donc pour finir, pour les vrais, ceux qui sont encore là, et je vous félicite, ceux qui tiennent jusqu'au bout des vidéos, je vais vous parler de la preuve générale du théorème d'Abel, parce que quand même, ça peut être sympa. Et donc, elle repose sur la deuxième formule de la moyenne. D'accord? Alors, deuxième formule de la moyenne, alors je vous rappelle celle qu'on a vue tout à l'heure, la première c'était si g est positive, on peut sortir, c'est l'intégrale de fg, c'est f de c intégrale de g. Alors là, il y a plus d'hypothèses, il faut que g soit intégrable sur alpha bêta, ok, donc c'est fermé déjà, hein, c'est pas des intégrales généralisées, tout ça, mais la première formule de la moyenne non plus. Hein, donc g est intégrable, donc vous savez ce que ça veut dire, et f est positive et décroissante. Hein, ça veut dire que l'intégrale de valeur absolue de g est strictement plus petite que plus l'infini. Hein. Et donc l'hypothèse en plus, c'est que non seulement f était, voilà, il en fallait qu'une des deux soit positive, mais là il y en a une qui est positive et qui est décroissante. Et alors l'astuce, c'est que dans la première formule de la moyenne, on sortait le f si g était positif, là on sort celle qui est positive, c'est-à-dire que vous voyez, on va sortir f de alpha, en plus c'est la première borne, donc l'intégrale entre alpha et bêta de f de g dx, on sort f de alpha fois l'intégrale de g entre un certain alpha et un petit c qui est compris entre alpha et bêta. Ok, donc voilà, on voit moins pourquoi ça s'appelle une formule de la moyenne. On voit l'idée que ça ressemble un petit peu à la première formule, c'est en gros on sort une valeur de f, là c'était f de c intégrale de g, bon là c'est f de alpha intégrale de g, mais alors entre alpha et c, voilà, ça s'appelle la seconde formule de la moyenne, tout ça. Et bon, elle est sympa, hein? Comment?
Oui, c'est exactement ça. Et c'est la vidéo, c'est celle dont j'ai parlé. Quand j'ai fait la première formule de la moyenne en disant ouais, je ne vais pas faire la deuxième parce qu'elle sert à rien, bah, elle sert juste à ça en fait. Ok, donc voilà. Alors ce truc-là, je ne vais pas vous le prouver. Pourquoi? Parce qu'il y a deux preuves. En gros, si on suppose que f est continu et que g est continu et que f est C1, alors on fait une intégration par partie. Et donc c'est pas le but parce que sinon, si je prends ces hypothèses-là, la règle d'Abel, je l'ai déjà démontré précédemment. Et dans le cas général, honnêtement, c'est technique, c'est pénible comme tout. Et honnêtement, j'ai pas trouvé d'autres applications en fait. Si, il y en a sûrement plein, mais ça devient un niveau quand même assez balèze. Donc, je veux dire, je pense que voilà. Autant la règle d'Abel, elle est bien, et elle suffit dans le cadre des hypothèses qu'on a vues. Je veux dire, continue, et C1, ça suffit quoi. Autant ça, voilà. Mais bon, quand même, je vais vous montrer la règle d'Abel si on suppose ce théorème-là connu. Ok? Parce que voilà, quand même, je voulais vous montrer comment ça, parce que c'est pas si évident que ça. Vous pouvez chercher, c'est pas, quand même pas complètement évident comment ça implique la règle d'Abel. Hein. Donc bon, allez. Et puis ça permet de revenir un petit peu sur ce que j'aime bien. Donc c'est la règle de Cauchy, hein, celle qu'on a tendance à négliger tout le temps pour montrer qu'une intégrale converge. On n'y pense à peu près jamais, hein, parce que c'est pareil, ça sert à peu près que pour démontrer des résultats théoriques. Bah là, de nouveau, c'est un résultat théorique, et donc, bah, du coup, il faut balancer Cauchy. Et donc, pour montrer que l'intégrale de a à b de f de x, g de x convergent, eh bien, on va montrer que si u et v sont tous les deux très très grands, l'intégrale entre u et v de fg et de x tend vers 0, hein, d'accord, est plus petite que n'importe quel epsilon, tout ça. Donc voilà, alors j'utilise donc je prends des uv dans R quelconque, j'utilise ma seconde formule de la moyenne pour calculer l'intégrale entre u et v de f de x, g de x dx. Mon idée c'est de montrer que ça va être plus petit que tout ce que je veux quand u et v sont tous les deux très grands. Hein. Ok. Et donc d'après la formule de la moyenne, donc j'applique à mes hypothèses, que là ça tombe bien, comme par hasard, f est positive et décroissante, même elle tend vers 0 en plus l'infini, tout ça, mais enfin bon, j'utilise juste le fait qu'elle est positive et décroissante, en tout cas à partir d'un certain moment. Et donc bah, du coup ça fait f de u fois l'intégrale entre u et un certain c, qui est entre u et v de g de x dx. Mais ça du coup bah, ça fait g de c moins g de u, puisqu'il y a une notation, rappelez-vous, pour la primitive de g, on l'avait appelé grand G. Hein. Ok. Donc voilà, d'après Schall, l'intégrale entre a et u, bref, entre a et c moins l'intégrale entre a et u, c'est g de c moins g de u, ça fait bien l'intégrale entre u et c de g de x dx. Bref, donc ça c'est pas dur, avec mes petites hypothèses, ok, et donc voilà, je vais toujours montrer que ce truc-là tend vers 0. Et comme g est borné par hypothèse, bah, du coup ça c'est pas très dur à majorer, parce que vous voyez, ça je majore, si j'appelle m la norme infinie de g, c'est-à-dire hein, le sub des valeurs de g de x sur ab, eh bien, du coup, ça, je le majore par 2 fois m. Okay, donc ça, c'est plus petit que 2m f de u. Je n'ai pas mis de valeur absolue parce que f est positif. Ok. Et puis du coup, bah, voilà, ça tend vers 0, parce que la limite de... Quand x tend vers plus infini de f de x, c'est 0. Donc quand u tend vers plus infini, ça tend vers 0. Donc cette intégrale-là tend bien vers 0. Ok. Donc voilà, dès que u tend vers plus infini et que v est plus grand que u, eh bien, du coup, ça tend vers 0. Donc tout va bien. Et donc voilà, en appliquant Cauchy, ben, on trouve ce résultat-là. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous raconter sur les intégrales généralisées. J'espère que ça vous a plu. Je pense que maintenant vous êtes parés pour faire la plupart des exercices et éviter la plupart des pièges. Et donc voilà, je vous dis à bientôt. Et puis on va voir la prochaine vidéo. Je spoil un petit peu là sur les fonctions définies par une intégrale. J'ai passé des heures et des heures. Je pense que vous allez l'adorer. Enfin, j'espère en tout cas. Bon, enfin bref. Allez, bravo à ceux qui sont encore là et à bientôt.